Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités, présente Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du numérique pour tous. Aujourd'hui, un numérique pour tous spécial territoire. Et oui, comment nos territoires innovent, comment ils se réinventent grâce à la technologie pour créer les emplois de demain tout en respectant un certain art de vivre. Et est-ce que nos territoires auraient été moins affectés que les métropoles par la crise du Covid ? Pour en parler avec nous aujourd'hui, j'aurai le plaisir de recevoir un entrepreneur en série, fondateur de l'association Parrainer la croissance. Il nous permettra de mieux comprendre les tendances de fond et les enjeux qui animent l'actualité des territoires. Avec nous également la représentante d'un tiers-lieu, oui, ces espaces collaboratifs au sein de nos régions qui permettent de se retrouver, de créer, d'innover, voire de développer une entreprise tout en mutualisant les compétences et les talents. Enfin, nous aurons le plaisir d'accueillir le président des Meubles Gauthier, fleuron économique et pourfendeur du Made in France. Le numérique pour tous spécial territoire, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Alors aujourd'hui, dans le numérique pour tous, on va vous expliquer comment le numérique contribue chaque jour à dynamiser nos territoires afin qu'ils redeviennent des lieux de création d'emplois animés par un certain art de vivre. Et pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir Denis Jacquet. Denis, bonjour. Bonjour Vanessa. Denis, vous êtes entrepreneur en série, créateur de l'association Parrainer la croissance et de l'Observatoire de l'ubérisation. Et on est ravis de vous accueillir. Denis, Merci. On va commencer par le début. J'aime bien commencer par une petite définition. C'est quoi un territoire en fait ? Mais c'est bien de commencer par le début, c'est très louable. Un territoire, on a tous nos pieds dessus, mais effectivement, on peut parler de plein de choses dans une émission comme celle-ci, mais ce qui est intéressant, c'est les petits et moyens territoires. C'est ceux qui, partout dans le monde occidental, sont en train de sombrer, non pas à cause du réchauffement climatique et de la montée des eaux, mais simplement parce qu'on les ignore, on les oublie, on les délaisse et on les laisse de côté. Mais justement, donc c'est ça pour moi le problème et l'enjeu en tout cas. Vous l'avez dit justement, quand on parle de territoire, on l'associe toujours à des mots négatifs, on va dire inégalité, modernisation, éloignement. C'est quoi la problématique de fond ? Il n'y a pas des choses qui sont en train de changer justement ? La problématique, c'est comme en fait le monde en général, occidental ou non occidental, se concentre dans des très grandes villes, de plus en plus grandes. Vous prenez Mexico, Le Caire, c'est des villes de 10, 20, 30 millions d'habitants. En Chine, c'est même encore plus gros. Et en fait, au lieu d'avoir une espèce de répartition à peu près équitable sur un territoire, surtout quand vous pensez à la Russie, à la Chine, aux États-Unis, qui sont des grands territoires, l'Argentine, le Brésil, tout est concentré sur quelques villes. Et donc, tous les gens, les hommes, les femmes, les enfants qui sont sur le reste du territoire semblent ne plus avoir le droit d'y vivre parce que simplement on leur laisse rien. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est une concentration urbaine. On pense que les 3/4 de la population en 2050 vivront dans des grandes villes. Et la vraie question, c'est pourquoi ? Et pourquoi vivre dans des grandes villes quand on a une immensité de territoire, qu'on parle d'écologie, qu'on parle de circuits courts, qu'on parle de qualité de vie, qu'on parle de retour à l'essentiel, si on veut aller sur des notions plus philosophiques. Ça n'arrivera pas dans une grande ville. La grande ville, ça restera quelque chose de très déshumanisé, super bien organisé, super fonctionnel, mais qui est très loin du romantisme, de la poésie et de la qualité de vie. Donc l'enjeu est dans les territoires et on est en train de tout nous concentrer dans des espèces d'usines boîtes à chaussures type le 5e élément dans lequel tout sera verticalisé. Ça n'a pas de sens. Et alors justement, en France, on en est où au niveau des territoires versus les métropoles ? On a 36 000 communes. Et en gros, quand vous regardez l'actualité, on parle de quoi ? Une dizaine de villes en France, et puis ça s'arrête là. Donc, à partir du moment où dans cette espèce de folie politique, on a commencé à leur dire attention, on va vous supprimer un échelon, où le département ou autre, les maires se sont empressés de créer les métropoles. C'est-à-dire qu'on avait déjà trop d'échelons, ils en ont rajouté un au cas où on leur aurait sabré le département. Une millefeuille administrative. Voilà, et donc comme ils se sont dit, bon, l'État nous en donne de moins en moins, il faut que je tire la couverture à moi. Et en fait, les patrons, essentiellement des métropoles, ont fait une chose, on va mutualiser. Ils n'ont rien mutualisé, tout déblonné. Donc là où on devait avoir une personne au lieu de 5, on en a 10 au lieu de 5. Bon, ils ont tout doublé. Et puis surtout, la tentation, du maire de Nice, de Toulon, de Marseille, c'était de dire, j'aspire tout pour moi et puis je laisse rien pour les autres. Donc au final, il tire la couverture à lui ou à elle et il ne laisse rien au territoire autour. Et la deuxième caractéristique, France ou pas France, c'est que jusqu'à il y a une trentaine d'années, les très grandes villes irriguaient tout ce qui était autour d'elles. Et donc en fait, par ricochet ou par ruissellement, tout profitait à ceux qui n'étaient dans un rayon de 30, 50, voire jusqu'à 100 km. Aujourd'hui, les grandes villes s'irriguent entre elles. San Francisco bosse avec New York, qui bosse avec Shanghai, qui bosse avec Paris, mais ne font plus travailler l'autour. Donc le reste devient
Au mieux un dépotoir, au pire un désert. Alors vous êtes ou un peu violent quand même. Ou un alors. dortoir. Un dortoir. Ok, mais alors en France, justement, ce que je comprends à travers ce que vous dites, c'est qu'il y a une problématique d'éloignement. Alors le numérique n'est pas une réponse à tout, mais est-ce que justement le numérique permet de modifier un peu la géographie des pays, enfin des régions, en évitant cet isolement dont vous parlez, et quelque part en ayant une dérivée positive, on va dire, pour éviter de laisser sombrer. Mais il faut le vouloir. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné une volonté politique, et politiquement, il semble, en tout cas, que les politiques ont décidé que c'était beaucoup plus facile de contrôler, de canaliser, de manager les gens à partir du moment où ils étaient regroupés au même endroit. Politiquement, ça permet d'assembler les choses, de les rendre à peu près uniformes. Ça permet de mutualiser les moyens énergétiques, la présence des entreprises. On veut tout concentrer parce que c'est plus facile à gérer. Bon. Donc du coup, la France, comme les autres, la France n'est pas pire, mais la France, comme l'Italie, c'est des pays de petites communes. C'est ça qui fait le charme. Qu'est-ce que visitent les étrangers? Bien sûr Paris, mais après ils s'échappent, ils vont à Saint-Tropez, ils vont dans le Luberon, ils découvrent des vignobles. C'est ça la richesse de nos territoires. On va pas faire des vignes au centre de Paris. Bon, on va pas produire du Saint-Émilion rue de la Paix. Donc du coup, la technologie, elle a cet intérêt que si on souhaite affecter les budgets de la technologie au redéveloppement des territoires, on peut redonner de la valeur aux choses et aux gens. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que moi je suis né dans un petit bled de Normandie. Aujourd'hui, vous allez chez mes grands-parents dans le Calvados, une maison de 5 chambres, si vous arrivez à la vendre 40 000 €, c'est le bout du monde. Ça veut dire que si vous espériez avoir un début de vie décente pour vos enfants en leur transmettant votre patrimoine, vous leur transmettez 40 000 €. La même maison vaut 2 millions à Paris. C'est une hérésie totale. Donc on a abandonné les gens et en plus, on leur a coupé l'accès à un espoir futur parce que leur immobilier ne vaut plus rien. Alors abandonner, vous allez peut-être un petit peu loin. Il y a quand même beaucoup d'investissements qui sont faits par le gouvernement dans les territoires. C'est quoi les investissements majeurs? On pense à l'éducation, la politique. Et pour vous, sur quoi il faudrait vraiment insister pour accompagner les territoires? Si vous pensez à des choses très concrètes, si pendant le Covid, beaucoup de gens ont commencé à découvrir les vertus du télétravail. On estime que 30% de la population pourrait travailler en télétravail. Ces gens-là, ils n'ont pas envie de vivre à Paris. Ils ont envie de vivre dans une jolie petite commune dans laquelle on respire, etc. Mais une fois qu'ils sont arrivés et qu'ils tournent la tête autour d'eux, s'il n'y a plus un boulanger, s'il n'y a plus un pâtissier, s'il n'y a plus une poste, s'il n'y a plus un service public, s'il n'y a pas d'école, ils ne peuvent pas rester. Donc qu'est-ce que peut faire le numérique? Il peut apporter de l'éducation là où il n'y en a plus. C'est-à-dire que bien évidemment, il faut des profs. On ne peut pas faire que l'école à distance, mais déjà, si on peut avoir une partie de l'éducation qui se rapproche de vous, plutôt que d'aller la chercher, c'est bien. La deuxième chose, la télémédecine. Si vous êtes obligé de faire ce que continue à faire ce gouvernement en supprimant des lits pendant le Covid, c'est-à-dire si vous pouvez continuer à délabrer le système de santé où certains doivent faire 100 km pour voir un médecin, vous rapprochez la médecine du citoyen et tout à coup, il a un médecin. Si vous voulez effectivement commencer à faire des circuits courts et de l'écologie, mais tous ces territoires sont vides, la terre est propre, elle n'a pas été souillée par des pesticides, etc. On peut faire une bonne agriculture et alimenter à 10, 20, 30, 50 km autour de soi. Mais il faut des technologies, il faut pouvoir prendre des choses qui perdent très peu d'eau, qui utilisent très peu d'électricité. Et tout à coup, quelqu'un qui a envie de changer de métier et de changer de vie parce qu'il a les technologies à disposition, il peut faire. Si demain on veut devenir producteur industriel, on prend des imprimantes 3D et vous pouvez faire aussi bien des gaufres à Lille chez ce gaufrier célèbre à qui j'avais donné cette idée, que vous pouvez dire à n'importe qui, tu peux devenir un producteur industriel de ta région dans ton hangar derrière chez toi et alimenter des circuits courts. Les technologies, c'est des choses simples qui permettent de redonner de la valeur à des activités humaines qui sont en train de disparaître et qu'on pourrait réimplanter. Mais pour ça, vous, si vous arrivez, vous et moi, dans un territoire, on a des enfants, il nous faut des écoles, il nous faut des services publics. Là aussi, vous donnez de la technologie à la Poste et peut rendre une partie de ces services à distance aujourd'hui. Mais encore faut-il qu'elle les rende. Donc voilà, il y a mettre toute la puissance des technologies et du numérique au service d'une vie locale dans laquelle il ne faut pas oublier qu'un homme, une femme, des enfants, ça a besoin d'un certain nombre de conditions au minimum pour vivre tous les jours. Alors justement, Denis, le gouvernement a démontré avec pas mal de plans à l'investissement qu'il y avait une volonté de réindustrialiser. Pour vous, c'est pas suffisant? Est-ce que le privé et toutes les sociétés qui ont un maillage, on va dire, national devraient s'impliquer davantage? C'est quoi l'équilibre justement entre l'État et le privé? Je pense que l'État, mais pas, franchement, c'est pas spécifique à la France. Vous regardez le centre des États-Unis, c'est exactement les mêmes choses. C'est-à-dire, l'État
considère que ça l'arrange d'avoir des concentrations urbaines. Donc, faut pas espérer quoi que ce soit. Quand il investit dans les métropoles, c'est dans des grandes villes. Il investit pas dans la petite bled de campagne de 20 000 habitants où je suis né. Bon. Donc, du coup, non, il n'y a aucun investissement sur les petits et moyens territoires. On a supprimé des trains, on a supprimé des lits, on a supprimé des écoles, on a servi tous les 20 dernières années, c'est le mot de suppression, c'est pas le mot d'ajout qui. Donc aujourd'hui, c'est à la fois au privé, au public, de se prendre la main et de se dire c'est quoi la vision de la société qu'on veut demain ? Qu'est-ce qu'on veut faire de nos territoires ? Quelles sont les personnes qui sont prêtes à aller là-bas ? Et il y en a énormément, encore plus depuis le Covid. Tout à fait. Mais comment on leur donne les moyens de développer ça au service d'une politique qui est pourtant affichée ? Écologique, circuit court, normalement, tout ça devrait exciter tout le monde. Et en réalité, alors, dans une grande ville de 2 millions d'habitants, le circuit est court. Vous passez d'une rue à l'autre, la livraison Les est mentalités rapide. changent un peu quand même. Mais dans petits et moyens territoires, moi je vois où je suis né, rien n'a été fait ces 30 dernières années et ça ne change pas. Donc il faut apporter cette technologie, il faut avoir une vision de la société et la réindustrialisation telle que les politiques nous présentent d'abord n'existe pas, n'existera pas et n'existera jamais parce qu'aujourd'hui l'industrie d'abord elle est numérique, elle est sans emploi. Donc ce que promettent les politiques, c'est on va réindustrialiser pour amener des emplois. Quand vous ramenez une usine aujourd'hui, elle est mécanisée, vous ramenez pas d'emploi. Un peu d'activité certes, mais c'est tout. Donc du coup, il faut pas compter sur la réindustrialisation, il faut compter sur d'autres formes d'industrialisation, d'agriculture, d'imprimantes 3D comme on le disait tout à l'heure. Tout à fait, on va en parler. Et ça, c'est pas un truc pour un technologue. Vous et moi, en 2 minutes, une imprimante, en une journée, on sait s'en servir et on produit des choses pour la proximité. Bon, Denis, à ce que je sache, vous n'êtes pas encore, vous ne vous êtes pas présenté aux futures élections, mais si vous aviez une mesure phare, justement, elle serait laquelle pour redynamiser nos territoires ? Oui, quand le président Macron a présenté ce plan qui est famélique de 30 milliards sur 5 ans, c'est-à-dire 5 milliards par an, c'est une insulte, je veux dire, pour tous ceux qui savent ce que c'est un peu que l'économie numérique. Moi, je dirais, 30 milliards, non seulement c'est sur une année, pas sur 5, c'est 30 milliards tous les ans pendant 5 ans, et un tiers au moins de cet effort ira à tous les territoires de moins de 100 000 habitants. Et là, on change les choses relativement rapidement. C'est noté. Merci beaucoup, Denis, pour cet éclairage. Restez avec nous. Dans un instant, on va justement découvrir comment, au sein de nos territoires, les talents s'organisent pour mutualiser équipements et compétences. Nous partirons également à la rencontre d'une entreprise vendéenne d'envergure internationale, fleuron de notre économie et avocat du Made in France. Restez avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant avec nos invités pour en parler. Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités, présente Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Le numérique pour tous, c'est votre nouveau rendez-vous pour découvrir comment le numérique contribue à réinventer nos vies et nos territoires. Et tout de suite, j'ai le plaisir d'accueillir Marilyn Chal. Marilyn, bonjour. Vous dirigez le tiers-lieu 8 Fab Lab à Crest dans la Drôme et vous êtes lauréate du prix Manufacture de proximité. Alors pour commencer, on compte plus de 2000 tiers-lieux en France, 2225 plus précisément. Et ce sont des espaces que l'on pourrait qualifier d'espaces collaboratifs, d'espaces de coworking. Marilyn, dites-nous concrètement, c'est quoi un tiers-lieu ? Alors, un tiers-lieu, il y en a plusieurs formes. En effet, ce sont ces nouveaux lieux, un peu d'innovation sociale, de lien social sur les territoires, qui viennent après le travail, après la maison, et qui sont un peu ces lieux hybrides où on peut faire plein d'autres activités. Alors, on trouve en effet en France des tiers-lieux à la fois généralistes et des tiers-lieux plus thématisés. Nous, au 8 Fab Lab, en fait, on est un tiers-lieu, en effet, parce qu'on propose un laboratoire de fabrication numérique, donc c'est-à-dire on a un espace avec des machines à commande numérique qui sont accessibles au grand public et aux professionnels. Genre, quel type de machine, Marilyn Alors, on trouve en effet des découpeuses laser, imprimantes 3D, fraiseuses numériques, donc, et un atelier de prototypage électronique. Donc, en fait, tout outil et matériel qui peuvent servir à réaliser des projets, fabriquer des objets, des prototypes. Et on a aussi, donc, au 8 Fab Lab, un espace de coworking qui réunit une vingtaine de professionnels indépendants, travailleurs salariés qui plutôt que d'aller chaque jour au travail, utilisent un espace près de chez eux ou indépendants, alors du web, de la communication, qui en effet, soit on fait le choix de déménager des grandes villes pour venir s'installer à la campagne, et qui sont là et qui du coup en effet bénéficient des liens avec les autres coworkers, notamment aussi pour faire des affaires entre eux. Donc on a un projet d'entreprise, on veut pas rester tout seul ou on veut collaborer avec des talents complémentaires. On adhère, comment ça se passe concrètement au quotidien ?
Alors, nous, on a la particularité d'être une société coopérative d'intérêt collectif, donc on n'est pas une association, donc en effet, on n'a pas d'adhésion. Les gens viennent, louent un espace, louent une machine, et voilà, on est vraiment sur le modèle d'une société classique où on vend des prestations. D'accord. Il faut juste un Et en numéro effet, SIRET. Excusez-moi, il faut juste un numéro SIRET pour pouvoir venir, ou alors on peut. Non, même pas en même tant que pas particulier. En tant que particulier, en tout cas pour utiliser les machines, il n'y a aucun problème. On a énormément d'ateliers, notamment aussi pour les jeunes, pour voilà, accompagner leurs projets, les amener à faire par eux-mêmes, à faire avec les autres. Voilà, donc en effet, c'est vraiment un lieu ouvert à tous, et c'est aussi ce brassage des différents publics qui crée la richesse de ces lieux. Alors justement, en préparant cette émission, vous nous avez parlé de 2 ou 3 success stories. Je voulais qu'on les partage aujourd'hui avec nos auditeurs, des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs qui sont venus chez vous et qui ont pu accomplir leur vocation. Racontez-nous tout ça. Oui, alors on en a plusieurs. On a un designer notamment qui est assez connu, Julien Benayoun, qui travaille pour l'agence Bold, qui est basé à Paris, et qui en effet, nous, on a aussi une imprimante 3D céramique, donc qui est une imprimante 3D assez rare dans les Fab Labs, et qui imprime de la terre. Tout à fait. Et qui permet de faire en effet de la recherche sur ce matériau, qui est assez intéressant en effet en termes par rapport à son impact écologique et à sa disponibilité un peu partout sur les territoires. Et en effet, en s'appropriant cette machine, il a fait le choix finalement de déménager et de venir carrément s'installer dans la vallée de la Drôme. Donc on a voilà le plaisir d'avoir comme ça des gens qui arrivent, et pour le coup même avant le Covid, on voyait en effet les gens qui arrivaient des grandes villes de Paris, de Lyon, de Saint-Étienne, de Grenoble s'installer, et là on continue en effet à voir des gens arriver. Donc voilà, ouais, Julien c'est quelqu'un qui utilise beaucoup cette imprimante 3D céramique chez nous. D'autres, parmi les autres entreprises en effet qui se sont créées, on peut citer l'entreprise #26 qui crée des t-shirts et des sweats en coton bio et qui les personnalise avec des slogans sur la Drôme, et qui est venu utiliser notre plotter de découpe, qui est quelque chose qui permet de faire du flocage sur textile. Et pour le coup, voilà, eux, ils ont en effet pu tester cette machine et ensuite investir. Mais voilà, ça leur a permis de tester, de vérifier que c'était le bon outil pour leur production, pour leur process de production, et ensuite passer à l'investissement, mais pas dans un premier temps, pas prendre ce risque tout de suite. Ok, vous accompagnez les entrepreneurs donc. Hein. Oui, c'est vraiment le rôle des Fab Labs en effet, hein, de permettre d'avoir des outils mutualisés à un endroit plutôt que d'investir. Ouais, Marilyn, Denis évoquait tout à l'heure l'économie circulaire. Vous m'aviez expliqué que vous aviez aussi un rôle fondamental avec votre Fab Lab que vous jouiez dans l'économie circulaire. Vous pourriez nous partager ça ? Oui, alors nous, tous les jeudis soirs, pardon, on anime un atelier réparation, tous les jeudis soirs de 18h à 20h, et c'est vrai que c'est un moment aussi assez fort, assez attendu par les habitants. C'est vraiment cette idée de venir réparer ces objets, petits appareils électriques, des pièces défectueuses, des pièces plastiques qu'on va pouvoir réimprimer grâce aux imprimantes 3D. Donc ça, c'est un temps qui existe déjà depuis 2016, donc qui est très, très installé, très ancré sur le territoire. Et progressivement, voilà, autour en effet de l'économie circulaire, on s'est rendu compte que on avait énormément de matières disponibles sur le territoire, et qu'on pouvait les transformer pour fabriquer des nouveaux objets. Et donc, on a monté un nouvel atelier qui s'appelle la Fab Unit, qui est une petite usine, une micro-usine qui va permettre de fabriquer des petites et moyennes séries d'objets à partir de ressources disponibles sur le territoire. Donc, on y a monté un atelier de recyclage plastique où on s'est équipé avec des machines issues de la communauté internationale Precious Plastic qui a documenté en fait un certain nombre de machines. Donc nous, on a une presse plastique qui permet de recycler des copeaux et des déchets plastiques des industriels locaux, par exemple, et on refabrique des plaques de plastique, des plaques qui font 1 mètre carré et qu'on va venir redécouper, réusiner pour en fabriquer d'autres objets, d'autres mobiliers notamment. On fabrique des tables, des bureaux pour équiper des espaces de coworking, des tabourets, des bancs. Voilà, on fabrique tout plein de choses. On fabrique aussi des pièces un peu spécifiques et techniques sur mesure pour certains industriels qui veulent aussi changer de matériaux. Là, le plastique recyclé, voilà, c'est une nouvelle matière là qu'on est en train de fabriquer. Très Donc bien. voilà, c'est l'idée de monter ce petit atelier aussi de fabrication de petites et moyennes séries d'objets, parce qu'on s'est rendu compte au Fab Lab qu'on accompagnait beaucoup d'artisans sur du prototype. On les accompagne, nous, ce qu'on dit de l'idée à l'objet. Et derrière, il n'y avait pas forcément d'outils aussi de petites productions. Donc grâce à vous, commencer à effectivement. tester un marché, tester une première série.
Merci Marilyn. Donc je rappelle le 8 Fab Lab dans la Drôme, mais il y a des Fab Labs, des tiers-lieux partout en France. Je vous encourage à aller sur francetierlieu.fr si vous avez un projet, si vous voulez collaborer avec des talents. Il y a forcément un Fab Lab et un tiers-lieu à côté de chez vous. Allez-y. Tout de suite, j'ai le plaisir d'accueillir David Soulard. Bonjour David, vous êtes PDG de la société Gauthier. Bonjour Vanessa. Bonjour, un fleuron de l'économie française, situé en Vendée et plus précisément à la Boupère en Pays de Loire. Et votre société, qu'on ne présente pas, mais quand même, fabrique du mobilier d'aménagement contemporain et personnalisé. Et on dit d'ailleurs, pour la petite histoire, que plus de 5 millions d'enfants ont rêvé dans une chambre Gauthier. Donc Gauthier, c'est une success story familiale, 750 salariés, 120 magasins. Vous pourriez nous faire entrer dans les coulisses de ce fleuron de notre économie ? Écoutez, bienvenue. On fait des visites tous les ans lors de la semaine de l'industrie. Nos portes sont ouvertes parce que ça, c'est un point important de faire découvrir ce qu'est une usine en campagne dans ses territoires, dans son territoire. Donc, mes frères et sœurs, on est 4. On a racheté Gauthier avec mes parents il y a plus de 20 ans maintenant et on fait bouger l'entreprise vers plus de digitalisation. Je crois que c'est un petit peu le thème de notre rencontre avec la numérisation. Totalement. Parce que même si on est dans un territoire, on est connecté au monde, on exporte dans 65 pays. On a donc cet ADN qui est donc d'être des ébénistes industriels, c'est-à-dire qu'on transforme du bois, des forêts françaises, 100% françaises, pour arriver jusqu'à un meuble contemporain. Et puis voilà, on a vécu cette transformation de Gauthier. Mon oncle Patrice Gauthier a créé l'entreprise sur la base de meubles pour enfants, de sa durabilité. Et puis maintenant, on occupe presque toutes les pièces de la maison, avec une volonté d'aller vers l'agencement et vers le fait qu'on est de plus en plus proche sur la personnalisation. Voilà où on en est aujourd'hui. Très bien. Alors David, le Covid n'a pas laissé votre entreprise indemne. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé en 2020 ? C'est vraiment un moment de transition. Comment vous l'avez vécu cette période ? Alors, ça a été un moment particulièrement fort au niveau des équipes déjà, parce que nous, on a arrêté les usines presque 2 mois. Ensuite, quand il a fallu revenir, c'est vrai qu'on a énormément travaillé en équipe pour que les différents services repartent rapidement, puisque la bonne nouvelle, par contre, par rapport au monde du meuble, ça a été que les gens, pendant tous ces confinements, ont beaucoup travaillé sur l'environnement de leur maison, rangé. Ils ont beaucoup constaté que leur chambre était mal rangée ou qu'ils devaient particulièrement travailler à la maison avec, comme on se l'a dit tout à l'heure, l'aspect du travail à la maison. Donc nous, c'est vrai que le meuble a été particulièrement demandé. Il a fallu remettre toute l'énergie nécessaire. Donc on a passé une année avec des hauts et des bas. Et ces dernières semaines sont de nouveau avec des hauts et des bas. Donc Gauthier, on a un magasin à Kiev. On connaît bien ce que c'est que la géopolitique. Malheureusement, en ce moment, c'est particulièrement dur. Effectivement. Néanmoins, il y a des choses positives. Vous avez bénéficié du plan Industrie du futur qui a soutenu l'économie, mais aussi du fonds de soutien à l'investissement industriel dans les territoires. Concrètement, on peut dire que vous êtes un privilégié ou alors l'État soutient très bien ces entrepreneurs ? Alors, je dirais que dans la partie, on est privilégié puisqu'on a été aidé, mais je pense que l'industrie française a été accompagnée dans cette période puisque en fait, on a quand même un besoin de proximité au niveau de notre fabrication. Je pense que fabriquer loin et importer, on l'a vu avec le prix des conteneurs et même dans le bilan carbone et dans la partie RSE, Gauthier a un logo vert. Et c'est pas rien que de dire que Gauthier s'inscrit dans quelque chose où on protège les générations futures. Donc les générations futures, la protection, c'est d'une part de ne pas aller chercher loin quelque chose qu'on peut fabriquer au plus proche. Donc l'industrie française a été aidée, Gauthier a été aidé pour en fait transformer un atelier qui était en sommeil vers une nouvelle usine. Ok, on entendait Denis tout à l'heure qui avait une vision quand même très réaliste sur l'avenir des territoires. De votre côté, comment vous le pensez cet avenir ? Il est positif, il y a des choses à faire ou alors on peut encore mieux faire ? Alors déjà par rapport à la façon dont je vois les choses, personnellement, je suis plus positif que ce qui a été dit. Nous, le territoire vendéen était extrêmement désenclavé d'un point de vue numérique. Aujourd'hui, l'industrie à la campagne, nous on est des usines à la campagne, on y croit toujours. On a 3,5% de chômeurs dans l'environ. Donc clairement, on a aujourd'hui un vrai retour des territoires. On a beaucoup de petites boîtes qui nous entourent, beaucoup de sous-traitance, beaucoup de travail en équipe. Le chassé en meubles, Gauthier et French Fab,
On travaille beaucoup sur la réindustrialisation. Je pense qu'il n'y a pas que des services qui devront demain exister dans les territoires et il n'y a pas qu'une attractivité forte de la ville. Nous, on a aujourd'hui une marque employeur qui se travaille et qui se développe pour donner envie à pas mal de gens de rejoindre l'équipe Gauthier et ça marche. Donc ça, c'est un point qui est très positif pour moi et très optimiste. D'ailleurs, vous avez ouvert une très belle usine récemment, qui est un événement majeur. En quelques mots, puisque l'entretien touche à sa fin, mais dites-nous quelques mots pour nous faire envie et peut-être pour susciter des vocations et venir travailler chez Gauthier. Gauthier va ouvrir encore une trentaine de magasins en France, de magasins d'usines. Donc, on a besoin de partenaires partout en France pour accompagner notre développement. Et puis, venez nous rejoindre dans la campagne vendéenne. On est loin de certaines choses, mais on est proche de tout. Donc, je pense que la dynamique est là et venez rejoindre le groupe Gauthier. Merci beaucoup, David. On peut retrouver toutes vos collections, mais aussi ces informations sur le site gauthier.fr. Denis, on a entendu Made in France, circuit court, art de vivre. Quand même, les territoires sont notre avenir. On peut être un peu positif. Ah mais c'est totalement notre avenir, il faut juste qu'on en prenne conscience parce que là on vient de voir un entrepreneur fantastique qui y croit, qui innove, etc. Mais il est malheureusement l'exception pour l'instant. Donc du coup ce qu'il faut c'est qu'on en fasse une généralité et comme il le souligne très bien, on peut y arriver, je veux dire. Tout est là pour y arriver, il y a une question de volonté, il y a une question d'investissement, et il y a une question de vision. Donc voilà, il faut que la vision d'entrepreneur positif comme celui-là, enfin si on est entrepreneur c'est qu'on est positif, sinon soyons on pourrait positifs pas le faire, alors. Soit rejoint par une volonté de la puissance publique qui réalise que ces petits et moyens territoires, c'est vraiment notre avenir. C'est notre avenir. Merci à tous, le numérique pour tous c'est fini pour aujourd'hui et tout de suite je vous laisse en compagnie de Christophe Gicquel dans La France à découvrir. Quant à moi, je vous souhaite une belle soirée, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Avec Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités. Orange.